Alors, je suis Paul Deshonnec, je travaille au musée de l'imprimerie. Je vais vous présenter la prochaine exposition qu'on va avoir. Dans la première résidence qu'on a mis en place cette année, la résidence Azerty, un jury a sélectionné une artiste qui est venue 45 jours au musée, qui a travaillé, qui a utilisé le matériel du musée, et tout particulièrement la linotype, qui est une presse qui appartenait à Presse Océan. Et elle a reconstitué un journal comme au temps de cette époque. Mais ce journal a quand même une dimension contemporaine parce que son travail, c'était de mettre en relation le patrimoine du musée et une expression contemporaine. Alors, elle s'appelle Charlie Sheen. Elle va vous proposer le rendu de son travail, à la fois au musée et à la fois au Blocos. L'exposition va avoir lieu du 2 juillet au 11 septembre, qui sera en gratuité. Donc on aimerait bien partager ce travail avec le public nantais. Vous voyez, cette résidence, elle a comme but d'inviter des artistes contemporains qu'on finance, qui s'emparent du matériel du musée pour donner une expression contemporaine. Alors sous toutes les formes, ça peut être du son, ça peut être des estampes. Et là, elle a travaillé et son exposition s'appelle La Maison de Papier. Donc elle a travaillé à partir du papier. Elle a utilisé des chroniques, c'est-à-dire qu'elle a demandé aux gens de leur raconter ce qu'ils faisaient le 2 janvier 2022 entre 19h et 19h05. Donc elle a récupéré des textes bruts. Donc on serait content de vous présenter ce travail et de le faire partager aux Nantais. Voilà. Ça a été un travail compliqué parce que c'est finalement réactiver toutes ces machines et proposer de fabriquer un journal. On pense que c'est facile, hein. Sur InDesign ça prend 5 minutes, mais c'est pas du tout le cas. Au final, il a fallu quand même bien 45 jours, bien tassé, parce que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, on était encore en train de tirer, 100 exemplaires du journal. Donc c'est un travail exceptionnel qui a pu être réalisé parce que ici, il y a des gens qui sont des passeurs de savoir et qui ont la capacité de pouvoir connaître énormément de choses sur l'ensemble des pratiques de l'imprimerie. Qui est un métier quand même, qui sont des métiers qui sont complètement, qui vont être oubliés si jamais on ne continue pas à les activer au final. Donc j'avais l'intention et l'ambition d'essayer de confronter les propos actuels avec des technologies obsolètes, en faisant du coup cet appel à contribution des chroniques du réel qui offre la possibilité à qui le souhaite de me raconter sa vie pendant 5 minutes. Et du coup de produire un journal qui est le résultat finalement de cet ensemble de données récoltées. Et du coup, c'est ce que nous avons produit ici pendant cette résidence. Nous avons produit le journal des chroniques du réel du 2 janvier 2022 entre 19h et 19h05. Du coup, voilà, c'était l'ambition de ce projet, qui en est à sa 3e édition. Les 2 premières étant des éditions que j'avais autoproduites. Et c'était donc la raison du fait d'avoir postulé à cette résidence. J'avais vraiment comme sensation que l'ensemble de ce musée pouvait devenir cette imprimante avec laquelle on a l'habitude de travailler chez soi, sur laquelle on a juste appuyé sur Pomper ou Print, sur laquelle le papier sort. Finalement, ce musée, c'est une imprimante géante qui permet de pouvoir produire des objets qui sont des objets uniques, avec des encres qui perdureront certainement pendant les 200 prochaines années, contrairement au numérique qui disparaîtra très rapidement. Donc voilà, l'idée des chroniques du réel, c'est donner la parole à l'autre et lui donner un contenu, un contenant qui permette de préserver ces mots et ces messages reçus. Alors du coup, cette machine, c'est le métier à copier numéro 6, abréviation MAC 6. Et en fait, cette machine, elle a été spécifiquement prévue pour rentrer dans le musée. Et en fait, l'idée, c'est qu'il fallait qu'elle puisse se déplacer, être petite, compacte, pour pouvoir gêner personne, ne pas gêner le musée, passer partout, aller sur roulette, aller avec des contrepoids. Et l'idée, c'est qu'elle puisse venir se plugger sur une des machines du musée. Mais avant, quand je l'ai produite, je ne savais pas sur quelle machine j'allais travailler au musée. Donc je l'ai pensée rétractable, donc elle s'ouvre, elle se referme. Ça, c'est sa forme la plus petite. Donc c'était l'idée de l'étagère, qu'elle puisse se foutre dans un coin à la manière d'une étagère. Et que finalement, quand je ne serai pas là, sur les week-ends ou les moments où je ne suis pas présente dans le musée, que les personnes du musée puissent la ranger. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'elle a été rangée dans le musée pendant les 6 semaines où j'ai travaillé ici. Et pendant ces 6 semaines, il y avait des visiteurs qui passaient et qui demandaient mais quelle était cette machine, évidemment.
Et donc c'est une machine de conception nouvelle avec une technologie particulière qui a un but précis parce que c'est un métier qui a été développé dessus. Et donc du coup c'était drôle parce que finalement elle était dans le musée, elle faisait partie des machines du musée. Et donc finalement elle a servi pendant tout le long parce que du coup comme le premier métier à copier que j'ai créé, je reçois les messages, je les tape sur la machine à écrire, je les lis sur la CB, en haut il y a le scanner pour les envoyer de manière numérique. Elles descendent d'ici. Ici, je peux faire mes petits dessins et puis finalement, ça se range. J'ai trois séries qui se rangent et voilà. Et donc ça, c'est le métier à copier standard de base. Sauf que celui-ci, il lui manque quelque chose, il lui manque l'imprimante. Et comme je disais, ce que j'ai utilisé, c'est le musée est devenu l'imprimante. Donc je suis venue plugger cette machine sur la linotype. Donc c'est la vidéo qu'on voit là où c'est des morceaux de la linotype. Je suis allée filmer de manière très très rapprochée les engrenages de cette machine extraordinaire sur laquelle j'ai encore envie de travailler. Et donc, pendant 6 semaines, je suis devenue apprentie linotypiste et j'ai appris à travailler sur cette machine. La linotype, c'est la machine qui permet de créer des lignes blocs. Les lignes blocs, ce sont des lignes en plomb qui servaient notamment pour les journaux. On réalisait les journaux Ouest France, par exemple, a réalisé jusqu'en 1981 tous ces journaux sur linotype. À savoir qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de linotypes alignés, une vingtaine de linotypistes. Linotypiste était un métier, on avait un CAP pour ça. Et voilà, donc moi j'ai travaillé sur cette machine-là et donc ça m'a permis de pouvoir produire les journaux qui sont à côté. Les journaux qui sont à côté sont un mélange de différentes technologies, donc la linotype qui permet de créer les lignes blocs et donc les colonnes de journaux, mais aussi le caractère mobile. Donc voilà, pour le petit détail, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est titre, sous-titre, tout ce qui est en italique, tout ça c'est du caractère mobile. Donc c'est lettre à lettre. Elles sont positionnées les unes derrière les autres. Philippe, qui est juste ici, qui est typographe, qui en tout cas, si je ne me trompe pas, a eu un CAP typographe et du coup qui a été la personne qui a travaillé le plus sur les caractères mobiles sur le journal. Et donc absolument tout ce qui n'est pas de la ligne bloc, donc ça c'est de la ligne bloc, c'est de la linotype, tout ça c'est de la linotype. Tout le reste c'est du caractère mobile. Ouais, il faut savoir que pour concevoir les 12 pages, il nous a fallu 6 semaines. Les dessins? Alors les dessins, c'est une technique que j'ai développée moi, c'est du dessin sur papier carbone. Donc je fais du transfert sur papier carbone. Et là, en particulier pour le journal, ça a été un principe de photogravure qui a été utilisé pour que justement on puisse l'imprimer en impression typographique. Et donc ça encore, c'est une technologie qui est complètement obsolète. Si je me trompe pas, il y a plus de 2 sociétés en France qui permettent encore de faire du tirage IGS ouais. Et donc voilà, sinon on peut pas obtenir ce genre d'image en fait en tirage typographique. Et ce qui était pour moi le plus intéressant, c'est que ce tirage sur comment ça s'appelle déjà des clichés polymères. Alors les clichés polymères, en fait, ils m'ont beaucoup abîmé mes dessins. Par exemple, tout ceci n'existe pas du tout sur mes dessins originels. Absolument pas. C'est absolument magnifique. Et alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai pu sculpter dans le cliché. C'est-à-dire que, par exemple, ici, tout le ciel était pareil. Ici, pareil, il y en avait partout. Et j'ai pu décider, moi, avec la Dremel, qu'est-ce que je voulais conserver et qu'est-ce que je voulais éliminer, qu'est-ce que je voulais raboter comme trait. En fait, j'ai pu sculpter dans le cliché. J'ai pu sculpter carrément dans le dessin. Et ça, j'ai trouvé ça, en plus de ça, encore quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et en fait, au fur et à mesure de la découverte de toutes ces techniques, on se rend compte que c'est plus du tout de la mise en page, c'est plus du tout du graphisme, mais c'est de la sculpture. La première page, j'ai mis à peu près 2 semaines à la produire. Il a fallu que je trouve inspiration. Donc heureusement qu'il y avait au musée que Philippe avait reproduit la page d'un journal qui datait de 1913. Et du coup, je me suis inspirée de cette page d'un journal de 1913 pour réfléchir à la taille des colonnes, pour réfléchir à la forme de la mise en page, parce qu'en fait, on ne peut pas convertir du numérique avec de l'analogique. Donc finalement, on y est allé à tâtons et chaque page tout a été à tâtons. Donc c'est un travail absolument impressionnant et hallucinant. Et grâce à Philippe et Pascal et Anaïs et puis toutes les personnes qui sont intervenues, on a pu le concevoir parce que moi toute seule, ça aurait ressemblé absolument à rien. Et puis il y a les questions esthétiques, comment est-ce qu'on utilise un couillard, qu'est-ce qu'un couillard, comment on utilise toutes ces lignes, toutes ces interlignes, est-ce qu'on va mettre des doubles, des triples, est-ce qu'on va mettre des caractères gras, est-ce qu'on va mettre des caractères fines. Enfin, tout ça, c'est vraiment des questions qui sont véritablement des questions esthétiques, mais qui sont des véritables questions de typographe et qui ne sont pas des questions à mettre à la légère parce qu'il y a des règles vraiment très très précises dans l'écriture de la typographie et des mises en page.
Et donc moi, je me suis un petit peu amusée avec tout ça, en sachant que j'ai transigé pas mal de règles, notamment la règle de il faut pas de faute d'orthographe. Et il y en a plein qui ont été volontairement conservés parce que du coup, les textes que l'on m'a envoyés, je les ai laissés tels quels. Sachant que moi, derrière, je les ai tapés à la machine à écrire et que derrière, je les ai retapés à la linotype. Donc forcément, il y a eu des erreurs qui ont été retransformées en d'autres erreurs. Et donc pour moi, il y a aussi cette histoire de travail et de gestes à l'intérieur, de fait qu'il y ait des erreurs dans la composition. Ça prouve qu'il y a un humain derrière qui a travaillé et qu'on n'est pas sur du numérique. Et donc, même si à l'époque, il y avait des correcteurs, nous ici, on n'avait pas de correcteurs. Il y avait énormément de correcteurs pour un journal. Et d'ailleurs, ils ont laissé passer des fautes. Il y avait des fautes qu'on considérait majeures et des fautes qu'on considérait mineures. Et les fautes mineures, elles passaient quand même dans les journaux. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de se dire je suis allée aussi me confronter à ce genre de choses-là. Et qui sont vraiment serrées et verrouillées. On n'a pas le droit de transiger à ces règles typographiques. C'est impossible. On n'a pas le droit. Mais là, on y est allé, gaiement. Ce qui a fait bousculer un petit peu les codes, ouais. Et ce qui était aussi extrêmement intéressant. Donc finalement, ici, on se retrouve avec le journal déplié. À chaque fois qu'une planche était éditée, à chaque fois qu'une planche en caractère mobile était terminée, on en faisait une contre-dépouille en carton pour garder l'empreinte de la totalité de la planche. Cette planche en carton pouvait après être moulée en zinc, ce qui permettait de la mettre arrondie et de la faire passer dans les presses. Et donc moi, sous cette forme-là de planche, j'ai décidé de faire toute une série de ce journal-là, mais sous cette forme de planche. Donc c'est un papier très épais qui est embossé, sur laquelle donc le foulage c'est l'intensité à laquelle les caractères qui rentrent, sont appuyés dans le papier, rentrent dans le papier. Le foulage est normalement extrêmement contrôlé, c'est-à-dire que sur du papier 80 grammes, le foulage on le sent très très peu. Donc c'est un vrai travail aussi, le travail du foulage. Et là, volontairement, on a fait un foulage assez important pour que justement ça marque bien le papier, pour qu'on se rende bien compte qu'il s'agit ici d'impression typographique et non pas une impression numérique sur une jolie impression numérique. Donc voilà, et puis c'était aussi la possibilité de l'apprécier comme un tout. C'est une œuvre, ce n'est pas qu'un journal. Donc il existe sous sa forme de journal papier, mais il existe aussi sous sa forme de planches, qui sont du coup les matrices finalement de l'intégralité du projet. Je crois que le protocole était assez simple, c'était entre 19h et 19h05, racontez ce que vous vivez. Vraiment quelque chose de très 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 simple. Et ensuite il y avait évidemment entre parenthèses des petites aides de type vous pouvez raconter ce qui vous passe par la tête, vous pouvez décrire ce qui se passe devant vous, vous pouvez absolument raconter la recette de cuisine que vous êtes en train de faire, me dire le texte de la chanson que vous êtes en train d'écouter, etc., etc. L'idée c'est de mettre en parallèle ce qu'est le réel et finalement de le montrer par le prisme du journal qui normalement est jamais raconté à la première personne. Le journal, c'est un journaliste qui vient vous voir et qui va finalement relater vos propres propos. Et j'avais envie de squeezer ce truc-là et j'ai envie de faire un journal qui parle de vous, mais à la première personne. Bah oui, que de l'intime, ouais. Et du coup, il y a des choses qui sont extrêmement intimes, et des choses qui sont extrêmement factuelles, et il y a des choses qui sont extrêmement poétiques, et puis il y a vraiment des choses très très factuelles. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une poésie du vivant qui est absolument incroyable dans ces mélanges de genres au final. Et c'est ça que j'ai cherché. J'ai cherché à provoquer, à ce qu'on ait vraiment des choses qui soient les plus plurielles possibles. Et j'invite vraiment les gens qui se considèrent comme n'étant pas écrivains, des gens qui font des fautes d'orthographe et qui se disent moi je peux pas écrire, je fais trop de fautes. C'est pas parce qu'on fait trop de fautes qu'on n'a pas le droit d'avoir la possibilité d'écrire et qu'on écrit mal. C'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe qu'on est des mauvais écrivains. Et du coup, j'aimerais que les gens se libérer un petit peu la possibilité d'écrire, enfin libérer l'écriture. Et c'est pour ça que l'écriture se contraint de 5 minutes de temps. Ça contraint aussi les gens qui écrivent beaucoup et bien à ces 5 minutes difficiles. Et puis les gens qui se sentent moins à l'aise, se dire bon bah c'est que 5 minutes. Et en 5 minutes, on peut en écrire vraiment beaucoup. Alors les illustrations, pour venir un petit peu là-dessus, ce sont soit des images que je propose aux gens qui m'écrivent, je leur propose de m'envoyer une image s'ils le souhaitent. Donc ce sont des copies d'images. Ou alors ce sont des choses qui proviennent de ma banque d'images à moi, ou bien ce sont des choses que je vais glaner sur Internet. Donc généralement, elles sont très contemporaines. Si on regarde bien, ces images-là, elles proviennent du premier confinement et du deuxième confinement, parce que du coup, les chroniques du réel ont existé pendant ces deux périodes, premier confinement et deuxième confinement. Et du coup, ce sont des images qui sont assez représentatives de choses que j'aurais pu avoir ou que des gens m'ont envoyées. Donc ça va quand même pas mal d'intérieur, il y a pas mal de portraits, il y a des gilets jaunes, voilà. Ça raconte aujourd'hui de toutes les façons à la manière des chroniques du réel qui racontent finalement le dimanche 2 janvier
Là, c'est vraiment l'idée d'avoir un espèce de comme ça de kaléidoscope. Alors, ces dessins-là sont un peu particuliers, surtout ces deux planches, parce que l'idée, c'était vraiment de tout relier par un trait et de faire comme si jamais, comme ces textes peuvent finalement tous se rejoindre, parce qu'on parle d'un même moment et d'un même instant. L'idée de ces dessins-là, c'est la même chose, c'est toujours de parler d'un même moment. Donc on tape en bas. Oui. Et alors la machine que vous avez vue, la machine que j'ai créée du coup, en fait elle venait ici. Paf. Je la pluguais là. Et donc du coup j'avais le papier qui m'arrivait au niveau du nez. Donc c'était le prompteur qui me servait voilà, qui me servait pour pouvoir taper les chroniques. D'un côté, je tapais moi à la machine à écrire pour avoir voilà, mon premier jet. Et puis finalement, je passais de l'autre côté et puis je venais, j'avais mon petit papier qui m'arrivait devant et puis je tapais l'intégralité de ce que j'avais déjà tapé à la machine à écrire. En fait, cette machine-là, je vais vous montrer. Tu tapes comme si jamais tu tapais sur un clavier traditionnel. Et en fait, ça fait descendre là-dedans, là, dans le casier, il y a des lettres. Une fois qu'on a tapé la ligne, elle vient se constituer ici. Et ensuite, ça marche comme une voiture, on embraye. Ça fait monter la ligne. Elle vient dans cette partie de la machine. Dans cette partie-là de la machine, derrière, il y a la fonderie. D'ailleurs, si vous faites le tour, vous pouvez le voir. Et en fait, quand ça arrive à cette partie de la machine, ça va projeter le plomb à l'arrière des matrices. Et du coup, ici, hop, sort la ligne. Et ensuite, le pire, c'est que tous les petits caractères comme ça, hop, sont renvoyés par le bras qui est juste ici. Bon, là, je vous fais mal la démonstration, il faudra qu'elle soit en marche pour que vous voyez bien. Et c'est renvoyé et ça se range. Tout ce travail qui est mené ici, donc cette construction, cette ruine, on ne le sait pas, l'histoire ne me le dit pas, est un travail mené avec tous les résidus de ma production. Donc tous les déchets que je peux fabriquer, parce que je fais beaucoup de déchets. Quand on travaille le papier, on a énormément de déchets. Tous ces déchets-là, j'ai décidé de les compacter, de fabriquer des briques avec, et donc décider de construire quelque chose avec les déchets de ma production. Donc l'idée de la transcendance, de transcendance du déchet vers quelque chose d'autre. Et donc la maison de papier, donc c'est ici, c'est un objet qui est en pleine mutation, parce que les premières fois que je l'ai présenté, j'avais simplement présenté des blocs de briques, avec qui, pour moi, insufflait la potentialité d'une sculpture. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec des briques, à la manière d'un jeu de construction pour enfants. Et du coup, les dessins que vous avez dans les briques, ce sont des dessins résiduels d'une performance que j'avais exécutée avec 4 étudiants des Beaux-Arts de Bordeaux, où je leur ai demandé pendant 1 heure de fabriquer un maximum de formes avec les briques qu'ils avaient devant eux. Donc ils avaient chacun un tas d'une trentaine de briques et je leur ai proposé de se faire plaisir, de y aller, de faire des choses à la fois des constructions architecturales et à la fois des choses qui ne sont plutôt de l'ordre de la sculpture que de la construction architecturale. Et donc ici, dans cette ruine construction en devenir, on ne sait pas, il y a à la fois un mélange de construction en briques traditionnelles, avec la brique, la façon dont elle est montée pour faire un mur, et à la fois des constructions qui sont plutôt de l'ordre de la sculpture, on ne sait pas trop en fait qui est à l'origine de quoi et qu'est-ce qui se mélange avec quoi. Et là, ce que l'on a ici, c'est la vidéo de la fabrication de la brique, à la manière d'un tutoriel, où je présente, comme pour préserver le geste d'un travail, pour qu'on ne l'oublie pas, je présente tous les gestes qui permettent de produire ces briques en papier. Donc vous avez vraiment l'intégralité de tout le protocole pour fabriquer les briques en papier. Voilà. Donc après ça c'est un projet, c'est un work in progress, c'est quelque chose qui à chaque fois que ça va être présenté sous une autre forme en fonction de l'espace qu'il m'est donné d'investir. Et donc je pense que ça va continuer à grandir parce qu'il y aura de plus en plus de déchets, évidemment. Vu que je continue à conserver l'intégralité de tous mes déchets papier et je continue à recycler l'intégralité de tous mes déchets papier en essayant de ne pas du tout en mettre de côté parce que je trouve ça important d'avoir conscience aussi du poids de sa propre production parce que en tant que plasticien on a toujours tendance à se dire je suis plasticien, c'est pas grave si je fais de la résine et j'en fous partout, si je fais de la peinture et j'en fous partout. Moi j'ai envie d'avoir une véritable conscience de la production de ce que je produis et puis du coup d'essayer surtout de formellement trouver quelque chose à faire avec. L'idée, c'est que de ces briques en papier, je souhaite repartir sur le début de ma machine et arriver à produire mon propre papier qui me permettrait de pouvoir relancer la boucle des chroniques du réel. Et donc, je postule pour une résidence pour cela au mois de septembre, donc j'espère l'obtenir parce que c'est vraiment pour moi la finalité. Enfin, en tout cas, la boucle pour moi serait bouclée, la maison de papier sera un objet autonome.